Les violences dans le sport ont toujours été un sujet tabou. Peu de victimes osaient parler et les médias étaient frileux à l'idée de traiter le problème. Avec notamment le hashtag MeToo, les langues se délient. Dans un premier temps, c'est l'affaire Nassar en 2016 qui met le feu aux poudres. Suivi quelques mois après par les déclarations de Andy Woodward qui révèlent de nombreuses affaires dans le football britannique. En France, cela commence avec la publication d'une enquête menée par Disclose en 2019. Mais c'est le livre de Sarah Abitbol qui a un retentissement national. Pour en parler, le Club de la presse de Lyon vous a proposé, le 9 mars dernier, de rencontrer Pierre-Emmanuel Luneau d'Aurignac, réalisateur d'un documentaire sur les violences sexuelles dans le sport diffusé sur Arte et auteur du livre L'entraîneur et l'enfant. Larry Nassar était le kinésithérapeute, l'ostéopathe et le médecin de l'équipe nationale de gymnastique des États-Unis. En 2016, l'Indianapolis Star a révélé que 2 anciennes gymnastes avaient accusé Nassar d'abus sexuels. Dans un premier procès en 2017, il est condamné pour des agressions sexuelles sur des jeunes filles mineures qui avaient entre 13 et 15 ans. Par la suite, plus de 150 personnes ont accusé le médecin d'agression sexuelle. Selon les plaignantes, il se permettait des attouchements prétextant des massages thérapeutiques. En 2018, au cours d'un second procès, il fait face aux témoignages des victimes qu'il a agressées pendant des dizaines d'années. Il est condamné à une peine de 40 à 175 ans de prison ferme. Finalement, on estime le nombre de ces victimes à plus de 260 gymnastes, et parmi elles, des grands noms de la discipline, comme Makela Maroney, Ali Rezman, Gabrielle Douglas, toutes des championnes olympiques. Quelques mois après l'affaire Nassar, c'est en Angleterre qu'un scandale éclate. Cette fois, c'est le milieu du football qui est mis en cause. Le 16 novembre 2016, Andy Woodward, un ancien joueur professionnel, donne une interview choc dans The Guardian. Il déclare avoir été violé de ses 11 à ses 17 ans par son entraîneur Barry Bennell. Ce dernier, aujourd'hui âgé de 67 ans, a été condamné à plusieurs reprises pour des affaires de violences sexuelles. Sa peine s'élève à plus de 34 ans de prison ferme. Depuis les révélations de Woodward, l'enquête ne cesse de prendre de l'ampleur. Près de 250 clubs sont concernés, 184 suspects et près de 530 victimes potentielles ont été identifiées. En faisant ce témoignage, il a permis à de nombreuses victimes de pouvoir enfin s'exprimer et demander justice. Donc, fort de ces deux affaires à l'étranger, je dis attention, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Donc, j'écris une note d'intention, d'abord brève, à une société de production dont j'avais entendu parler, que je connaissais, machin, parce qu'ils ont une connaissance de ces questions, ils sont assez engagés sur cette problématique. Et donc, c'est ce que je fais. Il y a des échanges très fructueux avec le producteur, un certain nombre d'allers-retours. Il en parle à Arte, et très vite, étonnamment vite, c'est-à-dire quelques mois, 3 mois, Arte dit oui. Oui, on vous suit. Et moi, je dis, d'entrée, il faut traiter ce problème comme quelque chose de systémique et le faire de façon internationale et pluridisciplinaire. Donc, dès le début, je dis, voilà, je vais me mettre à l'ouvrage pour essayer de montrer l'enchevêtrement des causes et la façon dont c'est une espèce d'engrenage infernal qui se met en place pour que, pour que les victimes soient aussi nombreuses. Et donc, je décide de traiter en l'occurrence le football anglais en Angleterre. Je ne fais pas la gymnastique aux États-Unis, mais je fais en l'occurrence la natation, USA Swimming. Je parle d'un autre aspect qui est la question du silence des victimes en Espagne avec une dame qui s'appelle Gloria Viceras, qui a été victime en gymnastique, elle. Et puis en France, je parle de la question du pouvoir de l'État, du rapport de force entre État et fédération, parce qu'il y a énormément de choses qui se jouent là, au niveau institutionnel. Donc je bâtis en quelque sorte mon travail et mon enquête sur ce schéma assez simple, hein, c'est-à-dire on part du fait à la base et on monte jusqu'au CIO. Donc je fais le documentaire que je commence donc en juin, je crois que j'ai le go def d'Arte, ça doit être mai 2017. Donc je fais mon enquête, parce que là effectivement il y a tout un travail qui se fait de chez soi en l'occurrence, hein, comme beaucoup d'entre nous, pour entrer en contact avec les Espagnols, les Américains, les Anglais, etc., convaincre les gens de parler et circonscrire la cause que je veux mettre en évidence à chacune des séquences. Le silence, c'est avec Gloria Viceras, pourquoi vous ne parlez pas les règles, comment dire, les facteurs propres aux fédérations, les enjeux qui font que les fédérations ne veulent pas parler de ces faits, ben, c'était USA Swimming aux États-Unis. Les faits eux-mêmes, la douleur de la victime et la façon dont ça se passe, parce qu'à un moment donné, il faut appeler un chat et dire les choses dans toute leur horreur, c'était en Angleterre avec le foot. En France, l'État, et je devais aborder la question de la responsabilité des parents en Allemagne, et finalement, ça n'est pas dans le documentaire.
mais c'est dans le livre. Or, c'est tout à fait fondamental. Et en France, la question du rapport entre l'État et les fédérations, comme je l'ai dit, et pour une raison simple, qui est celle que les fédérations en France comment dire, l'État en France est censé avoir plus de pouvoir sur le monde sportif, en théorie, que dans d'autres États. Il y a très peu, il y a rarement des ministères ou même des secrétariats d'État au sport dans le monde occidental. Je veux dire, dans le monde occidental ou dans les démocraties libérales, là où l'État n'utilise pas directement le sport comme une espèce d'outil de promotion internationale. Bon. Ça, c'est un aspect tout à fait intéressant aussi, bon, qui est propre au sport, sur lequel on pourra revenir éventuellement, hein, ce rapport entre politique et sport et pourquoi l'État, comme ça, est très prudent. Voilà, donc je fais l'enquête, je vais filmer, etc., etc. Et alors que je suis en montage, sort l'affaire Abitbol. Pour expliquer l'affaire Abitbol, il faut retourner début 2020. La patineuse Sarah Abitbol fait paraître son livre Un si long silence aux éditions Plomb. Dans cette autobiographie, elle accuse son entraîneur Gilles Beyer de viol et d'attouchement alors qu'elle n'a qu'entre 15 et 17 ans. Suite à l'apparition du livre, elle déclare ne pas vouloir porter plainte. Les faits s'étant déroulés entre 1990 et 1992, ils sont prescrits à ce stade. Elle déclare aussi qu'en 2007, elle aurait alerté un ministre, sans préciser s'il s'agissait de Bernard Laporte ou de Jean-François Lamour, et que celui-ci lui aurait répondu que le ministère devait fermer les yeux, malgré une affaire judiciaire en cours. Le journal L'Équipe rappelle que l'affaire à laquelle il fait allusion est celle concernant Hélène Godard, une patineuse qui accuse également la même personne de viol, et qui accuse un autre entraîneur lorsqu'elle était un peu plus âgée. Sarah Abitbol accuse également Didier Guélaguet, patron de la Fédération française des sports de glace depuis 20 ans, d'avoir couvert les agissements de son ancien entraîneur. Elle demande sa démission et il quitte son poste en février 2020. Parallèlement, le parquet de Paris ouvre une enquête sur Gilles Beyer, et il s'avère que les accusations à son encontre se multiplient. En janvier 2021, Gilles Beyer est placé en garde à vue et est présenté à un juge en vue d'une possible mise en examen. Donc j'ai un peu l'impression effectivement que le train, enfin c'est pas que le train est parti sans moi, mais enfin voilà, donc comme je vous l'ai dit, ben voilà, ça faisait 12 ans que je connaissais cette problématique, mais donc je suis sincèrement ravi de ce qui sort, de ce que sort vos amis lyonnais. D'abord Disclose début décembre. En France, ce sont les Lyonnais de Disclose qui ont amorcé les révélations autour des violences sexuelles dans le sport. En décembre 2019, ils sortent une longue enquête en 5 parties. Cette dernière traite de 77 affaires dans 28 disciplines différentes et qui aurait fait plus de 250 victimes. L'enquête fait état de nombreuses affaires de viol, mais aussi d'abus, de harcèlement ou d'atteinte. Toutes ces affaires concernent des mineurs au moment des faits et en grande majorité des moins de 15 ans. C'est cette enquête qui a permis en France de lever le voile sur d'autres affaires. Au passage, le Club de la Presse de Lyon a eu le plaisir d'accueillir fin janvier Daphné Gastaldi et Mathieu Martinière, les co-auteurs de cette enquête. Et ensuite, de ce que sort immédiatement, parce qu'il se faisait la course entre l'Équipe et le Nouvel Obs, sur l'affaire de la Fédération française des sports de glace. Et puis, donc, ça fait effectivement monter la pression, et j'accélère un petit peu. Arte, du coup, nous dit c'est prêt, on veut diffuser vite, Et je dis on y est presque, on essaye. Le Covid ou la Covid arrive tout de suite dessus, donc finalement le sujet n'est pas diffusé en mars comme il a été annoncé sur Arte, parce qu'on avait des problèmes de finalisation, de post-production, de mixage, de traduction, de machin. C'est une usine à gaz, un documentaire de 90 minutes. Donc du coup, il est diffusé le 1er septembre. En fait, moi, j'ai interviewé la ministre 2 mois avant de Disclose. Et la ministre, j'y vais avec une affaire, c'est-à-dire je m'appuie sur un cas précis pour illustrer la problématique du peu d'action de l'État. Je m'appuie sur une histoire qui a lieu dans la fédération de motocross. Bon. Je prépare l'interview, on parle de l'action de l'État, on aborde les choses de façon sur l'aspect politique, sur l'aspect comment dire, de la capacité de l'action publique et de la ministre et sur sa volonté à elle. Et je pose quand même la question. Et je ne sais pas si elle en était au courant ou si elle n'en était pas au courant. Le fait est que dans sa réponse, elle semble me dire qu'elle n'est pas au courant. J'explique le cas. Et en l'occurrence, c'était un DTN qui avait été au courant, qui avait été mis au courant par la victime des viols qu'elle avait subis. Et le DTN n'a rien dit.
Voilà. Or, il a une obligation, article 40, en tant qu'agent public, de dire ça au procureur immédiatement, ce qu'il n'avait pas fait. Et le DTN était toujours en place. Et il est resté longtemps. Je me demande si l'un des deux ne l'est pas toujours, d'ailleurs. Donc, elle est très étonnée. Et qu'est-ce qui se passe au terme de l'interview? Rien. L'affaire Disclose est effectivement une première secousse du tremblement de terre. Et là, la ministre elle-même reconnaît ensuite que ça a été pour elle un choc parce que l'ampleur des chiffres. Et puis, deux mois après, un mois après, un mois et demi après, c'est donc l'affaire Abitbol. Et là, c'est le caractère très fort sur le plan émotionnel du témoignage de Sarah Abitbol fait que là, il y a toute la population française, il y a les 20 heures, il y a un raout absolument incroyable autour du témoignage de cette dame. Et donc là, tout d'un coup, ça devient quelque chose dont elle s'empare et qui devient la cause de son ministère. Donc moi, j'ai interviewé une ministre qui était au mois d'octobre 2019 qui me disait « Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ?» Parce que quand je la poussais dans ses retranchements pendant l'interview en lui disant « Mais vous avez des moyens d'action ?» Et je lui disais même, en l'occurrence, il y avait les CTS, ceux qui sont dans le monde du sport connaissent, les conseillers techniques et sportifs, qui sont des agents publics payés par l'État et dispatchés dans les fédérations. Et puis, il y a tout en haut, il y a l'autorisation, la délégation de service public et l'agrément. Bon. Et je lui dis, vous pouvez retirer l'agrément. Elle regarde en me disant, mais vous n'y pensez pas. Enfin, je veux dire, est-ce que vous voulez qu'il n'y ait plus de foot en France? Enfin, bon, c'est impossible de retirer l'agrément. Bon. Une fois l'histoire Abitbol sortie, eh bien, elle l'utilise. Elle utilise l'arme, enfin la menace de ce retrait, et elle fait sauter Gaillaguet. Donc c'était possible. Donc ça peut nous rassurer, nous journalistes, en l'occurrence, moi pas forcément, mais le travail de Disclose et de l'équipe et du Nouvel Obs a servi à quelque chose. Parce qu'effectivement, c'est à cause de cette pression-là journalistique et donc de l'impact que ça a eu en France qu'elle a eu j'allais dire, le pouvoir et suffisamment de vent dans le dos pour pouvoir utiliser cette arme. Moi, je l'ai rencontré à nouveau donc un an après la première interview. Je l'ai interviewé en octobre 2020, donc il n'y a pas très longtemps, et j'ai essayé de faire le point. Et entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'ai appris qu'elle avait eu elle-même une relation avec son entraîneur. Son entraîneur, c'est Lionel Horter, c'est le fils aîné de Laurent Horter, qui est un des plus grands champions, un entraîneur français, qui fait partie du Mulhouse Olympique Natation, qui est le grand club avec le club de Marseille, avec quelques autres. Enfin bon, en gros, c'est vraiment l'élite de la natation française. Et donc, elle a eu une relation. Alors, moi, j'ai appris un certain nombre de choses, et donc j'ai beaucoup réfléchi à la question que je voulais lui poser. Et la question que je lui ai posée, avec effectivement, en ayant effectivement un cœur qui battait assez vite, parce que cette histoire n'était jamais sortie, ce n'est pas forcément une affaire. La question que je lui ai posée, c'est de lui dire, voilà, je sais de façon certaine, parce que j'avais vérifié les choses par beaucoup de sources, que vous avez une relation avec votre entraîneur. Quel est l'impact de cette relation, qui a duré plusieurs années, sur votre action publique et sur la lutte contre les abus sexuels dans le sport? Et à ça, la réponse a été aucun. Ce qui est pertinent, c'est de savoir quel impact a sur son action publique et sur la façon dont elle peut, en l'occurrence quoi, remettre en question, regarder et travailler sur le poids de la relation entraîneur-entraîné. Parce qu'une grande part des dérives a lieu précisément entre l'entraîneur, sur l'entraîné, et en particulier quand il y a un déséquilibre dans le rapport de force qui est criant. Et or, c'était le cas. Elle était immigrée roumaine sans le sou, elle est arrivée en France à 9 ans. Ses parents la poussaient à la réussite en lui disant sportive, en lui disant que c'était la clé de l'intégration, la clé de la promotion sociale.
Elle a été en contact très tôt dans ce club. Cet homme elle était dans une précarité financière certaine. Cet homme, elle dit elle-même voilà, que quand il a réalisé Lionel Orter qu'elle n'avait qu'elle ne mangeait, elle buvait du thé et une biscotte le soir au dîner. Lui a payé le resto de nombreuses reprises. Il lui a aidé à trouver un appartement via le parc social de Mulhouse, la ville dans laquelle il avait effectivement, il était en rapport effectivement avec la communauté urbaine. Donc, et puis ensuite, il tenait de fait, comme beaucoup d'entraîneurs, et plus au monde dans le haut niveau, plus c'est le cas, il tenait sa carrière entre ses mains. Donc, il y avait un déséquilibre du rapport de force et cet homme était dans une position de toute puissance par rapport à elle. Donc, la capacité à travailler et à reconnaître les risques de ce déséquilibre, ça me semble fondamental. Et lorsque la ministre m'a dit, et elle n'est toujours pas revenue sur cette affaire, donc lorsqu'elle dit circuler, il n'y a rien à voir, moi je pense qu'il y a un problème. Parce que c'est quand même énorme, je trouve dans l'absolu que voilà, celles qui sont en charge de la lutte contre les abus sexuels dans le sport, et en particulier pour essayer de faire en sorte que l'entraîneur ne passe pas à l'acte, est passé à l'acte. Comment faire la différence entre violence sexuelle et un certain amour développé entre l'enfant et son entraîneur? Je peux dire que Isabelle de Mongeau, qui a été violée à partir de 12 ans comme plus d'une vingtaine de jeunes filles, m'a dit, comme beaucoup d'autres témoignages, que les jeunes filles, à un moment donné, alors même qu'elles étaient victimes, sont, entre guillemets, demandeuses d'attention de la part de l'entraîneur. Et que certaines, ne réalisant pas ou réalisant à moitié ou refoulant la douleur des abus sexuels, certaines veulent être, entre guillemets, la préférée de l'entraîneur. Donc, on est dans cette zone grise qui est difficile à expliquer, qui est complexe, qui demande effectivement du temps, mais qui, à mon avis, est fondamentale. Et c'est vrai que dans ce livre, et pas du tout dans le documentaire, mais dans ce livre, j'aborde quelque chose qui est très délicat, que je ne regrette pas d'avoir fait, mais qui est très difficile, parce que il m'a été répondu, je ne peux pas dire par qui, mais par de très très grands médias, à qui je parlais de cette affaire et qui se posait la question de s'en faire l'écho. Elle n'a pas été abusée, ce n'est pas notre affaire. Non, pardon, elle n'était pas mineure, elle n'a pas été violée, ce n'est pas notre affaire. Lorsque l'on traite un sujet aussi difficile, en tant que journaliste, où place-t-on la barrière pour se protéger? Je veux dire, voilà, ou des hommes de 50 ans qui vous racontent, qui sont au bord du suicide, dont on sent qu'ils sont des vies ravagées par l'alcool, par la drogue. C'est très dur, quoi. C'est très dur, évidemment, qu'il y a une empathie par rapport à ça. On devient, voilà, on est, à un moment donné, nous, journalistes, à un moment donné, on est réceptacle de cette douleur-là pour pouvoir la transmettre. Donc, au bout d'un moment, ça s'accumule, c'est pas évident. Ouais. Donc, je crois que c'est insupportable à entendre, et c'est aussi insupportable, je crois, je ne suis pas certain de te répondre de façon univoque. Qu'est-ce qui a changé? Je ne sais pas, mais je crois que c'est ce qui n'a pas changé, c'est la responsabilité des parents. Et je crois que c'est très dur pour les parents de se rendre compte et d'admettre que leur enfant peut être en position de fragilité ou qu'ils ont fauté. Voilà. Et c'est quelque chose d'ailleurs, je vous le livre, sur lequel on est en train de réfléchir avec d'autres acteurs de ces questions pour essayer d'alerter en se mettant à la place des parents, c'est-à-dire en demandant de l'action, parce qu'il n'est pas possible qu'aujourd'hui, quand on est parent, on n'ait pas confiance dans la structure à laquelle on met son enfant en garde, voilà, mercredi après-midi ou le week-end. Comment traiter cette problématique? Parce que si on veut aller au fond de cette problématique, et si on veut traiter les causes de cette problématique, qui sont, il y en a beaucoup, et j'en parle de beaucoup, mais c'est notamment dans une remise à plat du rapport entre entraîneur et entraîné, et dans le fait qu'il faille, à mon avis, reconnaître que l'entraîneur peut être entraîné pas peut-être entraîné, l'entraîneur peut être attiré par son sportif, pour tout un tas de raisons, parce qu'il le manipule, parce qu'il le touche physiquement, parce qu'il le voit, parce qu'il l'aime, d'affection, parce que le corps de l'autre, en quelque sorte, il se met à lui appartenir. Il faut voir aussi ce que dit Philippe Ragni, Anthony en avait parlé, là-dedans, qui est extraordinaire, qui est entraîneur lui-même, qui dit à un moment donné, oui, le corps, c'est ma chose, une espèce de Pygmalion. Bon. Donc ça, il faut admettre ça. Et il faut aussi admettre que l'entraîné peut être attiré par l'entraîneur. Il faut, à un moment donné, appeler un chat,
et regarder les choses réellement sur le plan psychologique, sur le plan des pulsions, parce que on est dans le domaine pulsionnel. On parle de sexualité. Donc, à un moment donné, on n'est pas en train, je veux dire, voilà. C'est pas comme, c'est là où moi je suis très choqué, où je n'étais pas d'accord, même toute l'admiration, j'ai eu parlé avec Daphné Castaldi, etc. Voilà. Mais en disant c'est de la pédophilie dans le sport. Non, non, c'est pas un problème de pédophilie dans le sport. Il y a des messieurs de 65 ans et des gamins de 8, petits garçons ou petites filles, d'accord. Mais c'est pas de ça dont il s'agit. Quand il y a un type de 25 avec une fille de 15, il y a malgré tout un problème. C'est pas forcément de la pédophilie.